Bonjour à tous. Depuis 2 ans déjà, Avigolf participe au Salon des seniors afin de débattre d'une question qui nous intéresse beaucoup et qui nous semble essentielle dans la pratique de ce sport, à savoir la relation qui existe entre le golf et la santé de son pratiquant. Pour en débattre, nous avons fait appel au docteur Jean-Marie Pierrard, qui va nous permettre de faire le point justement sur ce rapport de santé entre le golf et le golfeur. Docteur, je vous laisse vous présenter. C'est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons chez nous, chez Avigolf. Je vous remercie, c'est très gentil de votre part et j'en suis tout à fait honoré et surtout très intéressé par ce que vous m'avez demandé. Donc je me présente, je m'appelle le docteur Pierrard, Jean-Marie, je suis médecin généraliste, installé en banlieue parisienne depuis plus de 25 ans. J'ai la chance de pouvoir prendre soin d'une patientèle tout à fait classique, qui va du petit bout de chou qui sort de la maternité à 8 jours jusqu'à mes 2 centenaires chéris, donc une palette relativement large. Et Avigolf vous m'avez demandé effectivement d'évaluer l'impact de cette pratique sportive sur la santé. Or, moi, je suis tout à fait béotien en la matière quant au golf. J'ai surtout pratiqué du foot et du rugby. Personne n'est parfait. Je vous avouerai que c'est ce qui m'intéressait aussi, c'est que vous soyez béotien, justement, pour avoir une approche, je dirais, aussi spontanée que possible et objective. La plus objective possible. Et effectivement, après cette sollicitation, je me suis donc intéressé à ce sujet, ce qui m'a permis de regarder un petit peu la littérature scientifique, voilà. Donc, après avoir compulsé la littérature scientifique sur le sujet, j'ai été éminemment surpris, également pratiquement convaincu de l'intérêt de ce sport pour la santé. En effet, une étude a été réalisée en 2008 en Suède sur une large population de 600 000 personnes réparties en 2 groupes identiques sur le plan du genre, sur le plan de l'âge, des catégories socio-professionnelles. Et aux surprises, cette étude révèle que les golfeurs ont une espérance de vie supplémentaire de 5 ans par rapport à la population générale. Très honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ce résultat. Ouais, c'était stupéfiant. Oui. C'est surprenant et au-delà de ce résultat, je dirais qu'il faut quand même néanmoins pondérer un petit peu les choses. Pourquoi? Parce que c'est une seule et unique étude. On ne peut pas, je dirais, établir un lien absolument certain entre cette espérance de vie, ce gain d'espérance de vie et la pratique du golf. Néanmoins, il y a quand même des arguments qui sont des arguments tout à fait positifs et qui devraient normalement par la suite être étayés par de nouvelles études pour pouvoir apporter une certitude et un lien direct entre la pratique du golf et ses points positifs sur la santé. Oui, donc c'est-à-dire en fait que a priori, l'étude, je dirais, est à prendre en ligne de compte comme une étude sérieuse. Par contre, nous serions plus rassurés, entre guillemets, nous aurions plus de certitude si nous avions beaucoup d'autres études, ou plus d'études, ou des études plus récentes, encore de façon à affirmer véritablement ce qui est dit dans cette fameuse étude. Absolument. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait quand même des points, effectivement, sur lesquels on peut imaginer que cette étude est tapée juste. Absolument. Donc c'est une promesse, je dirais, qu'au travers de cette étude, de pouvoir démontrer cela. Mais cela nécessite effectivement qu'on aille plus loin dans la démarche scientifique et de pouvoir éventuellement réaliser d'autres études pour étayer et pour, je dirais, confirmer effectivement ce qui a été ces résultats. Néanmoins, 5 ans d'espérance de vie supplémentaire par la pratique d'un sport, ça
pose Ouais. question Oui, et vraiment, oui. moi en tant que Oui. médecin je tends l'oreille, Oui. j'écoute Oui. parce que Oui, oui, effectivement oui, c'est tout à fait intéressant. Sur le plan de la médecine en tout cas, et après avoir regardé un petit peu les différents articles, je pense qu'on peut parler des points positifs du golf sur la santé sur 4 registres. Le premier registre étant celui de l'appareil locomoteur, Mhm. le deuxième l'appareil cardiovasculaire, Mhm. le troisième l'appareil neurologique dans le sens Mhm. large du terme, Ouais. et pour finir par l'aspect métabolique. Et donc ce sont les 4 axes sur lesquels j'ai pu effectivement retrouver des points intéressants et utiles et que je vais vous développer. Parfait, c'est parfait. Je crois que c'est exactement ce dont nous avons besoin et c'est sûrement ce que les avis golfeurs attendent. Parfait. Eh bien, développons. Donc pour développer ces différents axes, nous allons commencer par l'appareil locomoteur. Et en préambule, pour l'appareil locomoteur, je voulais vous livrer un chiffre qui est un petit peu, à mon sens, effrayant. Chaque année en France, il décède 10 000 personnes suite à des chutes. Chutes qui sont bien souvent évitables, et je le vois moi dans ma pratique au quotidien en médecine générale, bien évitables par l'entretien musculaire, premièrement, parce que ce qui nous permet de tenir debout, ce ne sont pas nos os, ce sont nos muscles qui s'accrochent dessus et qui nous permettent de verrouiller les articulations. Or, la station verticale ne peut se maintenir, je dirais, qu'à partir du moment où nos muscles, et en particulier ceux des jambiers antérieurs au niveau de ces muscles autour du tibia, qui maintiennent la position debout. Et donc ces chutes pourraient être évitées par non seulement la musculation, mais parce que également il y a un manque de souplesse, les articulations sont raides, les tendons également. Il y a un émoussement aussi de la proprioception, je dirais quelque part de l'équilibre, et tout ceci malheureusement aboutit à 10 000 décès par an. C'est énorme. C'est un coût humain et financier qui est majeur, et ça représente, si mes souvenirs sont bons, plus d'1 milliard d'euros à la communauté. C'est quelque chose, je dirais, qui, même en termes de santé publique, est un enjeu pour le futur, étant donné que nos sociétés sont des sociétés plus vieillissantes et sédentaires, et donc il faut maintenir cette population le plus longtemps possible dans un état satisfaisant. Or, dans ces cas-là, le fait de, je dirais, diminuer son activité va faire que vous manquez de force musculaire, vous manquez de souplesse, vous manquez d'équilibre, et on finit par les chutes. Par les chutes, et donc les chiffres que vous donniez qui sont assez impressionnants. Hein. Absolument. Donc pour continuer dans cette démarche, on a pu montrer que le simple swing en golf fait intervenir 69 muscles, c'est énorme, dans 17 groupements musculaires, et sollicite également 13 articulations. Donc ça répond tout à fait, je dirais, à cette demande de renforcer nos muscles pour pouvoir tenir debout. Et à ce titre d'ailleurs, une étude française a montré que les 85% environ des golfeurs de plus de 60 ans ont une activité physique, je dirais, qui est dans les standards de l'OMS, et ça représente plus de 20% par rapport à la population générale. Donc le fait de pratiquer effectivement cette activité permet ce développement musculaire essentiel pour pouvoir tenir debout et éviter bien évidemment les chutes. Les chutes dont on parlait. Exactement. Sur le deuxième point c'est ce qu'on appelle la proprioception. La proprioception, qu'est-ce que c'est? C'est pas un mot, c'est un mot barbare, mais qui regroupe la chose suivante, c'est-à-dire le fait, c'est la combinaison entre l'équilibre, on va dire, et le sens du positionnement du corps dans l'espace. Ce qui est fondamental au golf. Oui. Exactement. Et donc cette proprioception, au travers de ce que j'ai pu lire et dans la littérature, on s'aperçoit que cette proprioception chez le golfeur est encore plus développée que dans une activité dont on dit que c'est une activité de proprioception par excellence, le tai chi.
Or, les golfeurs ont un niveau de proprioception qui est supérieur à ceux qui pratiquent le tai chi. J'ai été également relativement surpris par rapport à cela. Et donc, c'est un élément qui est un élément également important. Le troisième élément, c'est l'élément, on va dire, de la raideur des articulations. Cette raideur est due à quoi? En règle générale, les tendons ont tendance à vieillir, les muscles également. Le tendon qui vieillit aura aussi une plus grande facilité, les fibres sont plus sèches, plus friables, et elles ont tendance à se déchirer plus facilement. Et c'est ce qu'on appelle classiquement, effectivement, les tendinites. Ça, c'est pour l'appareil qui est autour de l'articulation, les muscles et les tendons. Si on rentre dans l'articulation, là c'est l'arthrose, en l'occurrence, le vieillissement du cartilage qui s'amincit, mais qui également va avoir, je dirais, une prolifération par moments un petit peu anarchique. Tout ceci va entraîner effectivement une raideur de l'articulation. Qui dit raideur dit moins de souplesse et dit qu'effectivement on tient moins bien sur ses jambes. Or, le fait de pratiquer le golf va jouer sur effectivement cette souplesse, va jouer sur ce renforcement musculaire que nous avons évoqué, mais également sur la proprioception, c'est-à-dire le fait de pouvoir garder son équilibre. Se positionner dans l'espace. Exactement. Donc à ce niveau-là, à mon sens, ça remplit les cases. Oui, clairement. Voilà. Dernier point dans l'appareil locomoteur et qui me semble absolument essentiel pour nos chères et tendres femmes, j'allais dire, c'est la lutte contre l'ostéoporose. Or, l'ostéoporose survient malheureusement chez la femme ménopausée par un déficit hormonal et va rendre l'os plus friable, plus cassant. Et j'appellerais ça, je dirais quelque part, des fractures de fatigue. Essentiellement, la grande pourvoyeuse, c'est la fracture du col du fémur qui tue chaque année, malheureusement. Mais également aussi, il ne faut pas les oublier, les tassements vertébraux, c'est-à-dire l'effondrement d'une vertèbre sur elle-même. On appelle ça une fracture néanmoins. J'en ai encore eu une patiente cette semaine qui a tassé sa première vertèbre lombaire et que je suis obligé de mettre sous un corset rigide et qui va regarder ça pendant 45 jours. On s'en passerait. On s'en passerait. Et donc, effectivement, l'activité physique, et en l'occurrence le golf, va permettre aux muscles qui sont accrochés sur leur support, c'est-à-dire sur l'os, va permettre de stimuler cet os qui va réagir et qui va se densifier. Donc, le fait de pratiquer une activité sportive, et en l'occurrence le golf, va lutter contre l'ostéoporose. Donc, au total, si l'on reprend effectivement uniquement sur l'appareil locomoteur, on s'aperçoit que le golf nous demande de la force musculaire, nous demande de la souplesse, nous demande de la proprioception, et il répond tout à fait à ses besoins. Et en répondant à ces besoins, on va lutter contre les chutes, on va lutter également chez les femmes contre l'ostéoporose, mais également, et ça a été démontré, on ralentit également l'arthrose. Attention, j'ai dit bien on ralentit, on ne peut pas, il ne diminue pas. Voilà, on ne peut pas lutter contre la nature, nous sommes programmés comme ceci, mais au moins ça permet de ralentir les choses, et ça me paraît essentiel. Donc sur le plan locomoteur, voici quels sont les avantages en fait. Exactement. Ou les bienfaits du golf sur la santé. Justement. Exactement, et qui sont à mon sens essentiels. Alors, essentiel aussi, c'est quand même le niveau cardiovasculaire, parce qu'on marche beaucoup au golf, et il me semble que ça, c'est pas mal non plus, absolument, d'un point de vue de la santé. Est-ce que vous pouvez nous en parler, docteur? En effet, sur le plan cardiovasculaire, la pratique du golf limiterait. J'emploie là le conditionnel parce qu'encore une fois, par rapport à ce dont on a parlé dans le préambule, on n'a pas de lien absolument certain, même si nous avons... On a une étude. Une étude, même si nous avons des hypothèses en tout cas, et ce sont des axes de développement et des axes de recherche. Alors, la pratique du golf limiterait la survenue de l'hypertension, de certains accidents cardiovasculaires tels que les infarctus, mais également, il ne faut pas les oublier, les artérites des membres inférieurs, des gens malheureusement qui à la longue ont été obligés d'amputer au fur et à mesure, c'est affreux. Et le dernier point également par rapport aux AVC.
Donc tout ceci demande encore une fois à être étayé et corroboré par... Exactement. Néanmoins, on pense qu'il y a effectivement des effets qui sont des effets tout à fait bénéfiques. Premièrement, le fait de pratiquer le golf et en l'occurrence la marche fait monter le bon cholestérol qu'on appelle HDL et qui donc en partie nous protège. Il baisse également l'index de masse corporelle, donc à ce titre c'est tout à fait utile. Oui. Et on pense que c'est par ce biais-là que l'impact cardiovasculaire s'établit. À côté de ça, il faut savoir que pour nous, dans le corps médical et en particulier pour les cardiologues, lorsque vous avez fait un accident cardiaque du type infarctus, où certains ont tendance à se mettre après dans un cocon en se disant qu'ils ne peuvent plus faire d'efforts, exactement. Or, c'est l'inverse. Non pas de rentrer dans une suractivité sportive, mais de reprendre et de faire une réadaptation à l'effort. Et cette réadaptation à l'effort, à mon sens également, est tout à fait indiquée par le golf et sont utilisés par des centres de rééducation et par des cardiologues. Pourquoi? L'effort est mesuré. Vous n'avez pas de surrisque cardiovasculaire par rapport à cela. Deuxièmement, c'est un effort qui est un effort fractionné, avec des périodes de récupération qui sont tout à fait intéressantes. Et au-delà de ça, le fait d'avoir une activité aussi qui soit prolongée, cette activité prolongée dans la durée fait que vous allez muscler votre cœur et que vous allez permettre au myocarde, qui est le muscle de notre cœur, de se densifier et nous appelons ça une hypertrophie. Et donc, le cœur se densifiant et grossissant, il devient plus performant et dans ces cas-là, le rythme cardiaque va diminuer. Puisque sa puissance est supérieure, il a moins besoin d'attaquer dans les fréquences. Et donc, par rapport à cela, vous protégez votre cœur et vous ne l'épuisez pas. Et à ce titre-là, c'est tout à fait utile. Ce pourquoi on va utiliser également le golf dans la réadaptation des coronariens. Donc, ayant fait un accident cardiaque, c'est tout à fait indiqué. Vous ne prenez pas de risque en pratiquant cette activité. Et au contraire, c'est bénéfique sur le plan cardiovasculaire. Ouais, c'est parfait, c'est parfait. Et d'un point de vue, je dirais, plus neurologique cette fois, est-ce qu'il y a des bénéfices? Est-ce que le golf amène des bénéfices? Effectivement, sur le plan neurologique, j'axerai mon propos sur trois axes. Je dirais tout d'abord les fonctions qu'on appelle cognitives, typiquement au-dessus des yeux, ce qui se passe. Deuxièmement, sur le plan du stress. Et troisièmement, sur le plan de la dépression. Sur le plan des fonctions cognitives, je citerai en l'occurrence Bobby Jones, qui disait que le golf se joue surtout sur une distance de 25 cm entre les deux oreilles. Petit patron. Et effectivement, le golf nécessite des capacités d'analyse. Vous devez analyser la distance, la pente, le vent, le choix du club. Tous ces éléments-là sont des éléments qui sont à la fois constants, mais qui changent à chaque coup, sur lequel, effectivement, on doit s'adapter. Donc, des facultés qui sont des facultés d'analyse, des facultés également de concentration. Et d'ailleurs, à ce titre, on a pu démontrer que la concentration des golfeurs était supérieure à celle de la population générale. Donc là encore, a priori, un bienfait quand même. Tout à fait. Qui a l'air d'avoir une filiation directe avec l'activité, quoi. Tout à fait, absolument. Ouais. Mais également des capacités, ça nécessite des capacités d'imagerie mentale. Mentale, oui, représentation mentale et représentation dans l'espace dont vous parliez tout à l'heure, notamment. Tout à fait. Absolument. Et donc de cette possibilité, de cette projection de la balle dans l'air et sur lequel votre cerveau va intervenir. Et donc tout ce travail qui est fait par les golfeurs est un travail qui va faire travailler ces fonctions cognitives et qui va leur permettre de se maintenir. Et c'est tout à fait essentiel. Alors, je dirais qu'au travers de ces
trois nécessités que sont l'analyse, la concentration et l'imagerie mentale, on pense que ces éléments jouent sur le vieillissement cérébral en le ralentissant. Pardon. Mais encore une fois, tout ceci est à mettre au conditionnel. Nous n'avons pas encore d'études sérieuses sur le sujet. Néanmoins, le fait de stimuler nos fonctions cérébrales et celles dont on vient de parler ne peut qu'aller dans le bon sens. A priori, oui. De toute manière, même si pour l'instant le lien n'est pas encore certain et direct. Mais il y a une voie d'études sur le sujet en tout cas, et on pense que ça maintient, ou tout au moins ça ralentit un petit peu le vieillissement cérébral. Dans quel degré, dans quel ordre, etc. Tout ça demande à être étayé par la suite. Mais voilà. En tout cas, le chemin est là. Oui, et ça pose question et ça mérite réponse. A priori, puisqu'en fait on parle aujourd'hui du bienfait sur ce même point, d'autres activités qui font appel à la concentration, comme le bridge, comme plein d'autres activités en fait. Hein. Absolument. Donc on ne voit pas comment est-ce que le golf, qui est un sport de haute concentration quand même, pour être efficace, échapperait à la règle. Je veux dire. Absolument. Donc a priori, effectivement, ça devrait être corroboré par les études à venir. Tout à fait. Et sur le plan mental, effectivement, enfin neurologique, de ces fonctions cognitives, il est vrai, et je me souviens très bien lors d'une de nos interventions au Salon des Seniors, où quelqu'un qui pratiquait le bridge, effectivement, m'avait aussi posé la question. Absolument. Et sur le plan des fonctions cognitives, la pratique, je dirais, de cette activité non sportive est tout à fait utile également. Voilà. Simplement, il manque la condition physique. C'est ça. Que le golf apporte. Que le golf apporte. Hein, pour ceux qui ne sont pas des fans de bridge, on dit beaucoup de bien aussi à ce niveau-là. Pour les mots croisés, voilà. Absolument. Et j'ai tendance à dire aussi, très franchement, au vu de nos sociétés qui ont tendance effectivement à vieillir, le vieillissement, il est à la fois physique, mais il est à la fois neurologique, mental également. Et donc, comme actuellement, nous, médecins, nous sommes, je dirais, nous n'avons pas grand-chose à proposer, en l'occurrence, pour les démences, on parle de la maladie d'Alzheimer, etc. Dans la maladie d'Alzheimer, nous sommes tous revenus en arrière par rapport aux traitements que nous donnions. On s'est aperçu que ces traitements ne fonctionnaient pas suffisamment et à l'heure actuelle, la seule chose que l'on peut proposer à ce type de patient, c'est effectivement l'entraînement mental. Et l'entraînement mental passe par la réalisation des mots croisés, du sudoku, du bridge ou autre. C'est de stimuler notre cerveau afin d'éviter qu'il ne s'atrophie. Moins vous allez l'alimenter et plus il va se scléroser. Et donc nos aptitudes avec. C'est dommage. En toute logique. Alors, un autre point peut-être que vous voudriez évoquer sur, Oui, un point très important et qui me semble indispensable, c'est l'aspect de la socialisation dans le golf, dans le sens où c'est un sport dans lequel vous êtes je dirais, confronté avec les autres, sport que vous pouvez, je dirais, pratiquer également aussi en famille, avec des amis, et tout ceci fait qu'il y a une socialisation qui se produit, que ça soit également après les parties, au clubhouse, dans des tournois ou autres, et je peux vous dire que moi, dans ma pratique de tous les jours, je suis parfois assez triste de voir certaines personnes dont la moitié est partie malheureusement et qui se retrouvent seules, isolées, sans avoir forcément de projet ou d'activité. Et le fait de les engager dans ces cas-là en leur disant « sortez de chez vous, allez voir du monde », l'être humain a besoin de contact, je dirais, il a besoin d'échange. Si on n'échange pas, on se sclérose et c'est la fin. Ouais. Donc par rapport à cela, cette socialisation qu'on peut avoir au travers du golf est à mon sens éminemment importante. Vous allez lutter contre la dépression, vous allez lutter contre l'isolement. Et donc ce point-là, à mon sens, est important. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes d'un certain âge qu'on est obligé de mettre sous antidépresseurs parce que effectivement, elles se retrouvent seules. Leurs enfants ont leur vie, leurs petits-enfants aussi. C'est pas forcément évident dans les liens de continuer à nouer cela. Et le fait de voir certaines personnes qui me disent
docteur, il ne faut pas vieillir, docteur, il ne faut pas se retrouver seul, et que vous les trouvez dans une situation de détresse qu'ils subissent, et pour lequel, je dirais, petit à petit, ils s'étiolent. Et c'est dommage, alors qu'on a tellement d'activités potentielles, et en particulier le golf, dans lequel vous avez une vie sociale qui est une vie intéressante, je dirais, et probablement plus que dans d'autres activités. C'est certain, et ça explique en partie, malheureusement, pendant la période de crise sanitaire que nous avons vécue, le boom qu'a connu le golf, parce qu'il permettait pour les heures, entre guillemets, où les gens pouvaient sortir, de se retrouver rapidement avec tout un ensemble de collègues, d'amis, de connaissances, qui permettaient quand même de subir un petit peu mieux les contraintes de l'isolement, quoi, en fait. Bien sûr, absolument. Donc le golf s'y prête merveilleusement. Moi, personnellement, quand je visite un nouveau pays, la première chose que je fais, c'est que je vais dans un golf, parce que ça me permet, comme ça, rapidement de nouer les contacts autour de notre passion du jeu, et tout de suite, ça débouche sur une socialisation qui est très agréable à terme. Moi, je commence par les restaurants. Chacun son truc. Oui, l'autre point que je trouve tout à fait aussi intéressant par rapport à cette activité, c'est son impact sur le stress. Vous pratiquez une activité dans un cadre qui est un cadre agréable, qui est un cadre naturel, un cadre verdoyant, reposant. On sait que le verre a des fonctions apaisantes. J'aurais tendance à dire aussi, en tant que citadin, j'ai un grand regret, c'est-à-dire que tous les jours quand je me lève, je ne vois pas l'horizon. Ouais. Et le fait de pratiquer cette activité-là permet effectivement, je dirais, de nous sortir de nos villes aussi, et d'avoir une activité dans laquelle par moment on doit être fortement concentré quand vous allez jouer votre coup, ouais. Et d'autres moments de relâchement, et donc véritablement ça présente un intérêt par rapport à des sujets qui sont relativement, je dirais, en situation de stress. Et en l'occurrence, je sais qu'un certain nombre d'entreprises, de grandes entreprises, font des stages comme ceci pour leur cadre par rapport à l'activité du golf. Ouais. Et absolument. Également, moi venant du football, je sais que certains grands sportifs, pour autant dont jeune, ce n'était absolument pas la tasse de thé, parce que pour avoir pratiqué le football, je peux vous dire que chez les footballeurs, le golf, ça paraît très très loin. Et bien, vous avez un certain nombre de grands sportifs footballeurs qui pratiquent le golf, et dont ils disent que ça leur permet d'avoir une, je dirais, une activité anti-stress et de zénitude non négligeable, alors que ce soit certains grands sportifs, politiques, présentateurs télé, je ne sais quoi, de sujets qui subissent une pression au quotidien importante, médecins ou autres. Les pilotes de Formule 1 jouent beaucoup au golf. Voilà, tout à fait. Parce que ça les déstresse complètement. Exactement. Il y a une oxygénation qui est à la fois physique et mentale. Et mentale, voilà. Exactement. Cette oxygénation mentale, et ça me paraît indispensable. Et il est vrai que moi, je ne l'avais pas perçu au départ. Et encore une fois, comme je vous disais, pour avoir pratiqué certains footballeurs, le golf paraissait quelque chose de... de pas très intéressant ou de pas très utile, et les voyant avancer en âge, on s'aperçoit qu'effectivement beaucoup pratiquent ce type d'activité, et le golf en l'occurrence par cet aspect anti-stress, cette possibilité d'être dans la nature et de se couper véritablement de ses soucis, de ses stress. Exactement. Etc. Et moi je ne l'avais pas anticipé non plus. Comme quoi ça, le golf réserve bien des surprises. Absolument. D'un point de vue métabolique, docteur, alors ça, quels seraient les avantages du golf? Alors ça, je vais vous poser une petite question. Je vous en prie. Trouvez-moi une activité sportive dans laquelle un sujet en surpoids, et en l'occurrence un adolescent en surpoids, et on sait que les adolescents entre eux peuvent être... sévère. Dur, ouais. Trouvez-moi une activité sportive où un sujet en surpoids va pouvoir performer sur le plan sportif, ouais. Et en même temps renforcer l'image de soi.
C'est une colle. Hein. C'est une colle. Oui. C'est une colle. Moi, j'en ai trouvé que deux qui sont assez opposés, mais en même temps, le golf, Oui. où vous pouvez parfaitement performer, même si vous êtes en surpoids, Et le rugby. et le rugby. Voilà, exactement. Je Et savais parce que je j'allais l'ai trouver. pratiqué aussi, Ah, et que c'est ça. dans une équipe de rugby, on a besoin de petits gros, on a besoin de grands balèzes, on a besoin de ceux qui courent vite, on a besoin d'un peu tout le monde. Et le fait de vous retrouver effectivement dans une activité sportive où vous êtes valorisé, et on ne vous regarde pas comme à la piscine, et où vous avez honte de vous mettre en C'est maillot. très important. Et Oui, oui, pour oui. les Très bien vu. adolescents qui sont en surpoids, et je peux vous dire que dans ma pratique quotidienne, j'en ai un certain nombre, certains font du rugby, mais les autres, je les incite en leur disant... Tu as besoin effectivement d'avoir une activité sportive, et ils me répondent oui, mais vous comprenez, et puis, j'ai ouais. pas tellement envie. Hein. Le golf est parfaitement indiqué. Parce que là, effectivement, un joueur peut être en surpoids, un jeune peut être en surpoids, on va pas se moquer de lui parce qu'il peut jouer très très bien, faire de très bons scores, et ça peut même Vous me le devenir, confirmez. je vous le confirme complètement, et ça peut devenir au contraire, entre guillemets, la mascotte du club, hein. C'est-à-dire c'est le meilleur joueur du club, tout le monde veut être son copain, tout le monde veut être jouer une partie avec lui, parce qu'on peut être effectivement pas dans la norme, oui, et être performant au golf. Et ça, en y réfléchissant, c'est très intéressant parce qu'il y a très peu d'activités où un jeune ne va pas se sentir mal de se mettre en short et en t-shirt s'il est en surpoids et de se mettre à travailler sportivement avec les autres. Au golf, c'est très intéressant d'y avoir pensé parce que ça a beaucoup d'importance, je trouve. Absolument, et ce d'autant, une anecdote, je dirais que quand vous êtes en surpoids et comme moi j'ai pratiqué le football, il est difficile de rentrer dans les douches et de se mettre. Ouais, c'est exactement ça, ouais, absolument. Et donc pour moi, à ce niveau-là, vraiment, très intéressant. Très intéressant pour cette population de sujets en surpoids et en particulier effectivement chez les jeunes, les adolescents ou les jeunes adultes pour qui on peut véritablement renforcer son image et prendre un peu plus confiance. Ouais, complètement. Ouais, très bien vu, docteur. Vraiment, félicitations. Alors, docteur, on a évoqué pas mal de points. Quelle serait votre conclusion suite à justement tout ce que nous avons vu? Alors, avant de vous faire cette conclusion, j'aurais tendance à faire une aparté. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans nos sociétés occidentales, en l'occurrence, ce sont des sociétés qui ont tendance à être un peu trop sédentaires et qui sont vieillissantes. Mais quand je dis vieillissantes, ceci n'est pas un gros mot dans ma bouche. Cela étant, lorsque l'on voit que les progrès de la médecine, de l'hygiène, de l'éducation, de l'alimentation ont permis d'augmenter notre espérance de vie, c'est formidable, nous sommes tout à fait d'accord. La seule chose que je voudrais dire, c'est que cette prolongation d'espérance de vie n'est pas un gage de qualité de vie. Ça veut dire qu'en clair, je pose la question, je veux bien vieillir. Vivre plus longtemps. Vivre plus longtemps, mais dans quel état? Pour maintenir cet état, il faut savoir que à la fois notre corps et notre esprit, chez un individu, ce sont des éléments qui sont des éléments qu'on appelle, nous en médecine, protéiformes. Protéiforme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec la même base, vous pouvez développer telle aptitude ou telle autre aptitude. Ceci va passer par effectivement la pratique, l'entraînement, la persévérance, où petit à petit, nous allons produire des connexions synaptiques entre les différents neurones, nous permettant d'avoir des circuits qui sont des circuits préférentiels pour l'activité du golf, de la flûte ou de ce que vous voulez. Or, moi, je trouve ça extraordinaire. Lorsque j'ai fait médecine et que je me suis aperçu de la façon dont le corps pouvait fonctionner, et c'était éminemment intéressant de savoir que nous avons une base brute sur laquelle nous pouvons interférer et nous pouvons l'amener, je dirais, dans telle ou telle direction. C'est ça. Bien sûr, il y a des limites, nous sommes tout à fait d'accord, mais les aptitudes, elles sont là, elles sont présentes, elles sont possibles, elles sont potentielles, à la seule condition de se bouger. Ça, à la seule condition d'alimenter. Si nous n'alimentons pas nos muscles
il s'atrophie. Si nous n'alimentons pas notre cerveau, il s'atrophie. Nous perdons des capacités, nous perdons des aptitudes. Donc, vieillir, c'est très bien. Mais j'aurais tendance à vous dire que moi, je veux bien vieillir. Et bien vieillir, ça veut dire qu'il faut maintenir son activité, qu'elle soit à la fois physique et intellectuelle. Et à mon sens, c'est éminemment important de comprendre cela. Et j'ai une petite maxime, en l'occurrence, que je sors régulièrement à mes patients pour bien leur faire comprendre, en leur disant, en clair, moins vous en faites, moins vous en ferez. Et j'aurais tendance à dire même, plus vous allez tomber. Donc c'est clair, c'est évident. Et pour mes patients que je vois dans un canapé qui font l'aller-retour entre la télécommande et le canapé, je dirais, il est évident que ces patients-là, je suis obligé de les secouer, je suis obligé de leur dire « bougez-vous, ne restez pas là ». Et si vous vous plaignez de telle ou telle ou telle douleur, peut-être est-ce dû à votre manque d'activité et votre manque d'envie. Donc, encore une fois, bougez-vous. Il faut effectivement alimenter notre esprit, alimenter notre corps. Il ne faut pas l'oublier. Bien. C'est vraiment passionnant. C'est très intéressant. J'abonde complètement dans ce sens-là. Je crois que la volonté, en fait, la volonté résout bien des maux parce qu'en fait, elle permet de prendre les décisions qui font qu'on va rester actif ou pas. Et je crois qu'à ce niveau-là, il faut rester très ouvert. Absolument. Absolument. Et à ce titre, le golf, à mon sens, répond en grande partie à cette problématique. Le golf, à mon sens, est un sport santé, je dirais, par excellence, dans les différents points qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire que, premièrement, sur le plan locomoteur, vous allez lutter contre les chutes, par le biais du renforcement musculaire, par le biais également de la souplesse que vous allez on va dire cultiver, et le développement de votre sens de l'équilibre et de la proprioception. Vous allez lutter chez les femmes en l'occurrence contre l'ostéoporose. Vous allez également sur le plan donc cardiovasculaire améliorer le fonctionnement cardiaque. En l'occurrence, vous allez faire grossir votre cœur, le rendre plus efficient. Vous le fatiguez moins puisqu'il bat plus lentement, vous diminuez votre masse corporelle. Sur le plan neurologique, le fait que nous fassions intervenir les capacités d'analyse, les capacités de concentration, les capacités d'imagerie mentale vont faire que, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, on limiterait le vieillissement cérébral. Vous jouez également sur le stress, vous luttez contre la dépression. Et vous favorisez la socialisation. Bien évidemment. Et la cerise sur le gâteau, à mon sens, également chez les sujets en surpoids, dont pour lesquels c'est une activité qui est une activité parfaitement indiquée. Ce d'autant que, par rapport à cette pratique, c'est une pratique qui peut se faire pour toute une vie. C'est une pratique également où vous n'avez quasiment très peu de blessures, hormis la classique tendinite, mais que vous pouvez retrouver dans d'autres sports. Et pour cette tendinite du coude, on peut prendre des précautions, bien s'hydrater avant, s'échauffer, même voire utiliser ce que je prescris aussi, moi, dans ma pratique de tous les jours, des bracelets anti-épicondylite qu'on met autour de l'avant-bras pour absorber les vibrations, tout à fait, et qui peuvent être tout à fait utiles. Donc sur ce plan-là. Et donc, si vous voulez, tous ces points sont des points vraiment très intéressants. Et il me semble que, je dirais, c'est à cultiver. Ça remplit énormément de cases. Mais il y a quand même un point qu'on n'a pas abordé et qui me paraît essentiel aussi, qui est la notion de plaisir. Certes, oui, mais ça, je vous laisse... c'est vous le professionnel, ce n'est pas moi. Non, moi, j'aborde le côté médical. Mais effectivement, il faut penser à cela. Ben oui, il y a une partie plaisir. Alors, ne serait-ce que déjà par le côté intergénérationnel du golf dont vous parliez. Pourquoi? Parce que j'ai une petite anecdote moi aussi à ce sujet-là. C'est que je me suis retrouvé un jour à Valderrama au départ du trot numéro 1 avec ma mère et mon fils. Ce qui veut dire que nous étions 3 générations présentes sur le départ.
et que j'ai rendu quelques points d'avance à ma mère et quelques points d'avance à mon fils. Grand seigneur. Grand seigneur, non, sinon je me faisais lyncher surtout. Et au bout du compte, on s'est battus comme des dingues, comme des petits fous, on s'est amusé terriblement. Ces 3 générations, donc, rassemblées en une partie de golf, pour savoir qui allait décrocher le coquin à la fin de la partie. Et ça, ça fait partie de la notion plaisir, il n'y a qu'au golf où on peut vivre ça. Sur la notion plaisir toute seule aussi, il y a aussi je dirais, tout le plaisir qu'apporte la maîtrise gestuelle, parce que c'est un mouvement qui est compliqué. Qui est très complexe. Vous avez évoqué tout à l'heure le nombre de groupes musculaires, d'articulations qui étaient mis en mouvement, etc. etc. Les coordonnées, c'est tout un, je dirais que c'est tout un art, et quand on arrive à le maîtriser, on a une notion de plaisir qui est évidente. Ensuite, il y a le fait qu'on joue avec des forces et des puissances grâce au simple phénomène, par exemple, du bras de levier, qui dépasse notre condition humaine. Parce qu'être capable d'envoyer une balle à 250 mètres de soi et à 40 mètres de hauteur, de l'avoir en l'air, voler, de l'avoir prendre le petit effet qu'on a voulu lui imprimer pour qu'elle aille bien chercher l'objectif là où il se trouve. Tout ça, ce sont des éléments qu'on retrouve aussi dans certains sports, mais pas tous, ils sont assez rares. Et c'est vrai qu'au golf, ça sublime complètement cette activité. Et je pense que c'est une des notions qu'il faut absolument prendre en ligne de compte quand on parle de santé aussi. Parce que le plaisir est certainement un élément favorisant dans l'échelle d'une santé bien comprise. Tout à fait, absolument. Absolument, absolument. C'est essentiel. Bien, docteur, je pense que nous avons fait le tour de la question. Je vous remercie. Oui, je vous en prie. Un aspect qui me semble aussi très intéressant. Oui. On en vient au plaisir. Oui. Pour avoir pratiqué le football pendant un certain nombre d'années, y compris le rugby, j'ai visité un certain nombre de stades. Je vous dirais très honnêtement que le stade de Massy ou le stade de Longjumeau ou le stade, cette visite... Il ressemble à des stades, non? Oui, tout à fait. Et je dirais que pour avoir regardé un petit peu et étudié tout cela, il me semble qu'il y a aussi un point très intéressant... les voyages. La découverte du pays et de son pays déjà, parce qu'on a un pays qui est magnifique pour ça, avec des paysages qui sont à chaque fois plus sublimes les uns que les autres. C'est vrai en France, c'est vrai à l'étranger, c'est vrai partout où on joue au golf. Et des golfs qui sont aussi différents les uns que les autres en fonction des régions. Absolument. Et en France, en plus, nous avons nos régions et nos atouts gastronomiques. J'y tiens. En plus, mais parce qu'on peut, je l'ai bien noté, docteur, je l'ai bien noté. Ça fait partie du plaisir. Mais ça rajoute au plaisir, absolument, exactement, à la convivialité, à ce qu'on trouve au golf et tout ce dont vous venez de parler en fait. Absolument, absolument. Docteur, ce fut un grand plaisir. Merci infiniment de votre présence et de toutes vos connaissances là qui nous rassurent, ou en tout cas qui nous incitent à jouer au golf. Vraiment, parce qu'on peut le faire en toute tranquillité, en se disant même qu'on se fait du bien. Donc, Et puis, écoutez, j'espère peut-être vous voir un jour ou l'autre sur un parcours de golf, un jour qui finira bien par arriver. Probablement. Probablement, parce que je voulais justement remercier chaleureusement le docteur Yves Hervouet, médecin de la Fédération française de golf, qui m'a été d'une grande utilité, c'est-à-dire que lorsque Avigolf, donc vous-même, vous m'avez sollicité pour étudier cela, étant donné que je n'ai aucune, aucune culture golf, il a fallu que je me renseigne, et le docteur Hervouet m'a permis, je dirais, d'avoir un certain nombre d'articles et de littérature que j'ai pu étudier, et je voulais d'ailleurs justement leur remercier vivement. Et à ce titre, il me demandait aussi de pouvoir peut-être assurer, je dirais, des couvertures médicales de tournois en France. Et étant donné que, après avoir étudié les impacts positifs du golf sur la santé et d'avoir été, comme je vous le disais au début, en préambule, éminemment surpris, intéressé et convaincu de l'intérêt du golf pour, je dirais,
l'intérêt collectif, nous allons dire, et bien au travers de cela, je vais continuer à chercher, je vais continuer à prospecter, à étudier, et donc probablement répondre à la demande du docteur Hervouet pour assurer ces couvertures médicales qui me permettra de, je dirais, de mettre un pied dans le golf et de voir encore de l'intérieur ce monde que je ne connais pas. Mais en tout cas qui est sur le plan de la santé à mon sens tout à fait prometteur, et en particulier on l'évoquait tout à l'heure sur ces deux types de populations que sont les sujets sages, parce que je me refuse de dire âgés, de nos sages, mais également des jeunes et en surpoids, pour qui ça me paraît vraiment tout à fait intéressant, mais véritablement intéressant. Et donc c'est ce pourquoi je vais continuer effectivement à chercher et que vous m'aurez encore sur le dos. Ce sera avec plaisir, docteur. Merci. Je vous remercie infiniment. Merci à vous. Chers amis avis golfeurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, en attendant un épisode ou en tout cas un autre sujet qui nous tienne à cœur, je vous dis bon golf à vous. Engagez-vous, engagez-vous. En fait, dans la réalité, moi, ce que je voudrais en vieillissant, c'est conserver une seule des qualités. S'il y en a une que je dois conserver, en tout cas, il y en a une que je voudrais conserver au-dessus de toutes les autres. Et cette qualité-là, c'est la souplesse. Parce qu'en fait, naturellement, moi, je ne suis pas quelqu'un de souple. Du tout. Naturellement, je ne l'ai jamais été. J'étais plutôt raide. Et le golf m'a assoupli, en fait, dans ma vie. Et ça, au niveau du quotidien, ça change tout. C'est-à-dire qu'en fait, je vois les années passées, je suis évidemment moins souple que je ne l'étais quand j'étais plus jeune, mais je me rends compte que dans les périodes où je travaille autour de ça, de ma souplesse, parce que je fais plus d'échauffement, plus d'étirement, plus de ci, plus de ça, ce sont les périodes dans lesquelles je me sens le mieux dans mon corps, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais absolument, absolument. C'est, j'allais dire, je ferai le parallèle avec le roseau. Le roseau qui va plier, qui est souple et qui a la possibilité, mais qui va toujours rester debout. Si vous prenez quelque chose qui est rigide, qui est raide, ça casse et ça tombe. Et donc, à ce niveau-là, il est évident que la souplesse, ce travail, la souplesse des articulations. J'ai un patient qui me revient en tête et où je me vois bien sur le lit d'examen quand je suis derrière lui et qu'il a mal à ses cervicales et que j'essaye de bouger sa tête en amplitude. C'est 5 degrés ou 10 degrés, c'est-à-dire que véritablement il tourne comme ceci d'un côté et comme ça de l'autre côté. Et c'est raide de chez raide. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de rotation de corps, d'épaule, de quoi que ce soit. Je veux dire, tout est cuit. Exactement. Simplement parce qu'il y a le tronc complètement cervical qui est figé. Qui est dans j'allais dire, une gange d'arthrose et qui est complètement figé. Et donc, non seulement les tendons ne sont plus souples, les muscles ne le sont plus non plus. Si vous ne les avez pas entretenus, c'est ce que je disais tout à l'heure, petit à petit ça s'atrophie, ça se sclérose et effectivement arrive la rigidité. Le problème de la rigidité, encore une fois, la souplesse nous permet de faire face, je dirais, à des situations ou de compenser des pertes, si vous voulez. À partir du moment où vous êtes droit et rigide, si à un moment il y a un déséquilibre, boum, ça tombe, vous tombez. Alors que grâce à une plus grande souplesse, vous êtes capable de récupérer la situation. Donc ça, c'est évident. Et ça s'entretient. Mais ça s'entretient effectivement au quotidien. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, je sais que j'ai eu mal au dos pendant 25 ans de ma vie, entre 15 ans et 35 ans, avec des douleurs quotidiennes, au réveil, le matin, la brûlure dans le dos, obligé de dérouiller pendant une demi-heure, de réchauffer, et petit à petit, ça allait mieux. 3-4 fois par an, à coups de piqûre pour aller travailler, etc., où j'en pouvais plus. Et donc, si vous voulez, à un moment donné, le prix à payer était trop cher. Et dans ces cas-là, l'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il se prend en main. Si mes douleurs avaient été itératives de temps en temps, j'aurais fait comme tout le monde, un coup d'anti-inflammatoire et je serais passé à autre chose. À partir du moment où ça me coûte quotidiennement et que ça devient quelque chose de compliqué et qui m'handicape ma vie de tous les jours, à un moment donné, vous prenez le taureau par les cornes. Donc, tout bêtement,
je me suis allongé par terre sur de la moquette ou sur un tapis et j'ai commencé à faire mes abdominaux. Et au départ, il y a 20 ans ou 25 ans quand j'ai commencé, mon caisson abdominal et lombaire était défaillant, ce qui veut dire que j'ai fait 3 mouvements comme ceci. Au bout du 3e mouvement, aïe mon dos, j'ai fait ça une semaine, puis ensuite je suis passé à 4, à 5, à 6, et là chaque matin, je fais juste 30 mouvements, et ça me suffit amplement. Parce qu'on a la sangle qui est exactement, tonique, et c'est ce que j'explique également à mes patients, en leur disant, quand quelqu'un vient et qu'il a mal au dos, qu'est-ce que nous faisons ? Clairement, on va faire une imagerie pour vérifier qu'il n'y ait pas de choses catastrophiques, une tumeur, une infection d'un disque ou autre, etc. Mais sinon, dans l'immense majorité des cas, on fait que constater en leur disant, voilà, il y a une petite protrusion discale. Si c'est un peu plus grand, c'est une hernie discale. Qu'est-ce qu'on fait? En sachant que, sur le principe, on ne propose aux neurochirurgiens grosso modo, un patient sur 300 ou 400. C'est-à-dire qu'on essaye de limiter le plus possible le recours à la chirurgie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de garantie derrière. Une fois que la personne est opérée, on ne peut plus revenir en arrière. Ouais, et j'ai vu effectivement un certain nombre de patients ayant été opérés, avoir cet espoir de se dire je n'aurai plus mal du tout, mais en fait, après, pour certains, peut-être que les douleurs étaient moindres, mais elles étaient toujours présentes. Ouais. Donc ce n'est pas du tout une garantie. Ouais. Donc ce qui veut dire que dans ces cas-là, je dis à mes patients, et je leur explique en leur disant que je vous donne des anti-inflammatoires, de la cortisone, que je vous fasse des infiltrations, que je vous envoie chez l'ostéopathe, que je vous envoie chez le kiné, etc. Ok, très bien, parfait. Ça ne va pas changer votre dos, votre hernie, elle y sera toujours. Ah ouais, c'est clair. Et la seule façon que vous ayez, je dirais, la seule personne qui peut quelque chose pour vous, c'est vous-même. En pratiquant et en faisant des abdominaux comme ceci, pour renforcer le caisson abdominal et lombaire, et donc pour verrouiller les disques. Et en verrouillant les disques, dans ces cas-là, quand vous bougez, votre colonne, elle va bouger en bloc, et là, il n'y aura pas de problème. Par contre, si vos vertèbres ne sont pas tenues, elles brinque-ballent les unes sur les autres, vous écrasez le disque, et là, effectivement, les douleurs arrivent. Donc, le fait de verrouiller l'articulation par les muscles tout autour permet, dans ces cas-là, effectivement, de limiter les douleurs, et vous permet de pouvoir aussi faire travailler votre souplesse, etc. Et je peux vous dire que chaque matin, quand je râle en me disant « Ah, j'ai pas envie de faire mes abdominaux », je l'ai fait. Je ne veux plus avoir mal comme j'avais avant. Ouais, c'est ça. Et le dernier exemple parlant et criant, il y a 4-5 ans, j'ai dû me faire opérer d'une hernie inguinale ici. À l'époque, le chirurgien m'avait dit repos pendant 1 mois. Au bout d'1 mois, j'avais pas mal comme avant, mais je sentais que ça commençait à titiller et que ça revenait. Parce que la sangle musculaire avait fondu. Donc en fait, ce que je dis à mes patients, je leur ai dit, je pourrais vous prescrire une ceinture lombaire que vous allez chercher à la pharmacie. Sauf que là, ce que je vous demande, la ceinture lombaire, c'est vous qui allez la faire. Et dedans. Et ouais, bien sûr. Et c'est vous. Bien sûr. Et donc, c'est comme ça, effectivement, c'est par l'entretien, petite quantité. L'erreur que j'ai pu faire au début, par exemple, de mon installation, c'est de dire à ces patients-là, allez faire de la natation, le crawl, le dos crawlé, très bien pour le dos, pas la brasse, hein, très bien pour le dos. Mais nous sommes des êtres humains. À un moment donné, il fait froid dehors, il y a de la neige comme aujourd'hui, problème avec les enfants, la piscine... Terminé, au bout de 3 mois, tandis qu'un coin de moquette à la maison ou un tapis, vous l'aurez toujours. Ouais. Et encore une fois, c'est effectivement notre corps nous le rend si on prend soin de lui. C'est clair.